En quelques jours, la sidération a laissé place à la colère. Des manifestants reprennent la rue à Beyrouth. Place des Martyrs ou aux abords du Parlement, les affrontements avec la police se multiplient. Les citoyens demandent la démission du gouvernement, du Parlement, du président. Ils dénoncent la corruption, l'inaction et le silence d'une classe politique qui a permis le stockage de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans un hangar portuaire. Dans les rues dévastées de Marmirail ou de la Quarantaine, ce sont des habitants bénévoles qui déblaient les rues. Toute une ville et une nation solidaires, des centres d'aide se mettent en place spontanément. Mounia Elkik est l'une des bénévoles. On va faire un petit tour du camp. À la gare de Marmirail, de jeunes volontaires viennent suppléer les services inexistants de l'État auprès des sinistrés. Le gouvernement n'a même pas aidé à nettoyer les rues, à aider les sinistrés. En fait, la solution ne peut venir que de la rue, que des gens qui sont dans la rue depuis le 17 octobre et qui demandent qu'on change la classe politique, qu'on fasse de nouvelles élections et on verra s'il y aura un changement ou pas. Nous avions rencontré Mounia en février dernier, avant la crise sanitaire. Depuis le 17 octobre et le début du soulèvement, elle était de toutes les manifs à Beyrouth. La place des Martyrs, c'est une place où chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'on veut demander quelque chose, c'est à la place des Martyrs. Ce qu'ils demandent, en finir avec une classe politique héritée des factions de la guerre civile et accusée de tous les maux. Népotisme, corruption, qui selon Mounia ont mené le Liban à la faillite. Tout cloche. On veut que tous aillent au tribunal parce que avoir des dettes comme celles qu'on a au Liban jusqu'à aujourd'hui, avec zéro réforme, avec pas d'électricité, pas d'eau, rien qui marche, ça ne va pas. Donc déjà on commence par rendre l'argent qu'ils ont volé et puis on continue. Tout au nord du pays, à une trentaine de kilomètres de la frontière syrienne, Tripoli, bastion sunnite, était l'un des foyers de la révolution. Avant la crise sanitaire et le confinement, la place Al-Nour dans le centre-ville avait des allures de campement de la contestation. C'est notre tente, c'était la première tente qui a été mise ici à Tripoli. Il s'appelle l'école du Tribulon. Donc on a commencé à faire des discussions avec des experts, avec les gens. On voulait que tout le monde se rencontre ici et on discute tous les sujets, tous les enjeux économiques, politiques. Il y a une tente de support psychologique aux gens. Et là, il y a une autre tente d'observation de la corruption. À 31 ans, sa mère est Hajar, professeur d'université et l'un des animateurs du mouvement qui, dès le 17 octobre, a pris son destin en main. Ce qu'on a fait, on a remplacé le gouvernement. Ces gouvernements, mais pour moi, c'est le même gouvernement. Ces gouvernements n'ont pas fait ce qu'il faut pour Tripoli. On a pu faire en à peu près 4 mois ou 3 mois. La révolution a gagné tout le pays, y compris le sud chiite, où s'affiche sur les ronds-points le portrait de Nabi Berri, président du Parlement et leader du mouvement Amal, allié du Hezbollah. Le rond-point du Kfar-Amman, c'est le rond-point où la manifestation ici a été au début. La route a été bloquée ici. Mazen Abou Zaïd vit à Kfar-Ouman, près de Nabatieh, le fief de Nabi Berri. Le village est de longue date un territoire de lutte sociale. Alors pour Mazen et sa famille, participer au mouvement de contestation était une évidence. Ce qui semble caractériser la Thawra, la révolution, c'est son œcuménisme. Les Libanais s'y retrouvent sans distinction de religion. Pourtant, Leïla, la mère de Mazen, estime que le chemin est encore long. Moi, je n'ai pas l'impression que les gens soient unis comme les doigts de la main, parce que s'ils étaient vraiment unis, il n'y aurait qu'un seul groupe qui chercherait un leader. Aujourd'hui, chacun fait des propositions différentes des autres. Non, il faudra du temps, mais c'est peut-être un début pour la suite.
Tout au Liban est basé sur l'appartenance religieuse, depuis le sommet de l'État où le pouvoir est partagé entre sunnites, chiites et chrétiens, jusqu'à la vie quotidienne. Mazen est athée et pourtant son sort dépend de Nabi Berri, le leader chiite. Moi, aujourd'hui, en tant qu'étiqueté chiite, si je ne fais pas appel à Nabi Berri, je ne peux accéder à aucun poste dans la fonction publique. Si Nabi Berri a décidé que je ne travaillerai pas dans le privé, je ne trouverai pas de travail. Son influence va jusque-là. Il y a un problème de clientélisme que l'on retrouve dans la rue, ce qui rend difficile le fait de combattre ce pouvoir. C'est par là qu'ils ont commencé à diviser le pays, au niveau du marché du travail, au niveau de l'école et même au niveau géographique. Aujourd'hui, l'un des problèmes les plus importants, c'est qu'on est divisé confessionnellement en fonction des régions où l'on vit. On n'a pas cette mixité qui pourrait un jour nous permettre d'être unis dans la rue. Retour à Beyrouth, dans un quartier chrétien. Elie, tu veux du cabernet? Dans le café où Mounia El-Kik exerce son métier d'œnologue. Ici, tous les produits sont libanais. Vin, fromage, charcuterie. Une exception dans un pays où la plupart des biens sont importés. La Révolution laisse son empreinte dans ce domaine aussi. C'est la réappropriation du pays, donc des institutions, de l'application des lois, des pays, des espaces publics, des forêts, de tout, donc même de l'agriculture et de la production. Et 30 ans après la fin de la guerre civile, la jeune génération semble ne plus se reconnaître dans le confessionnalisme qui règle toujours le fonctionnement du pays. Le conflit de religion, c'est hérité des parents. J'ai sur ma carte d'identité une religion, mais je ne suis pas pratiquant du tout. Donc il y a de moins en moins de pratiquants. Donc tout le discours religion va devenir à un moment donné obsolète. Donc c'est plutôt maintenant ce qu'on demande tous, c'est l'humanité. Et les religions, c'est des religions humaines, mais ça est devenu un commerce. À Tripoli, comme quasiment tous les jours avant la crise sanitaire, en ce soir de février, les manifestants se rassemblent sous les tentes, au son de l'hymne national. Samer El Ajjar, le professeur de gestion, anime un débat sur l'économie. Avec une dévaluation record, le Liban vit une crise insoutenable. La dette du pays est de 77 milliards d'euros, 170% du PIB. Nous, normalement, il faudrait qu'on fasse grève sous les fenêtres des politiques qui nous ont conduits à cette situation. Moi, je ne suis pas prêt à payer pour ce déficit une deuxième fois. Pour Samer, le sunnite, il est temps de renverser le dogme selon lequel le président de la République doit être chrétien, celui du Parlement chiite et le Premier ministre sunnite. L'objectif est de faire prendre conscience des problèmes, des enjeux économiques et politiques. Pour moi, ce que je vois au Liban, c'est un président de n'importe quelle religion, mais un président fort. Vraiment fort, pas celui qui est maintenant. Pareil pour le Premier ministre, pareil pour les autres. On veut un Libanais qui peut gérer le pays avec une égalité. Je m'en fiche s'il était chrétien ou musulman. Voilà. Je veux un vrai Libanais. Le jour où nous avons tourné ces images à Beyrouth, le pays connaissait son premier cas de Covid-19 arrivé d'Iran. La crise sanitaire est bien sûr depuis venue aggraver la situation économique. Mais pour Mounia El-Kik, les dirigeants politiques sont seuls responsables de la crise. On ne peut pas continuer à s'endetter et à affaiblir le marché local en tant qu'industrie, production, agriculture, juste parce que quand et que les personnes dans le pouvoir prennent de l'argent pour leur poche. Dans le sud chiite, la révolution est un sport de combat. Ces irréductibles réunis sous la tente sont quasiment tous militants communistes. Lors des premières manifestations, de nombreux habitants pauvres de la région sont descendus dans la rue. Très vite, les partis Hezbollah et Amal, qui ont un pouvoir considérable au Liban, les ont fait rentrer dans le rang. La tente des irréductibles de Kfar Ouman a même été attaquée par des milices.
On lutte avec nos mots, avec nos convictions, nos idées. Ces idées, ces convictions, elles ne sont pas combattues par une pensée contraire, mais par la violence. Nous, aujourd'hui, on subit des attaques qui viennent de différentes forces que nous ne reconnaissons pas. On a subi des pressions et des menaces directes de la part de personnes, mais aussi de la part des autorités. À l'autre bout du pays, Tripoli est souvent présentée comme l'une des places fortes du fondamentalisme sunnite. Pourtant, dans les manifestations du mouvement du 17 octobre, Samer El Hajjar a senti souffler comme un vent de changement. Durant les dernières années, on avait des drapeaux des partis politiques ou des religions. C'est la première fois qu'on lève le drapeau libanais, seulement le drapeau libanais. Il y a quelques jours, plus de 25 associations contestataires se sont entendues sur un programme politique. Présenté comme une alternative au pouvoir en place, cette plateforme, portée par une partie de la population, pourra-t-elle peser sur l'avenir politique du pays ?